Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler réduction des coûts et maîtrise de la dépense. Avec nous pour aborder ce sujet, Victor Avette, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens. C'est ça. Thierry Prève, bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie, vous, chez Siemens. Et le troisième de chez Siemens, c'est Guillaume Fauconnier. Bonjour Guillaume, vous êtes business consultant énergie. Tout à fait. Greg de Temerman, bonjour Greg. Bonjour. Alors vous n'êtes pas de chez Siemens. Non. Vous êtes physicien et directeur de Zenon Research, qui est donc un think tank qui fait de la prospective sur les technologies pour le climat. Bon, vous nous expliquerez un petit peu après de quoi il en retourne. On va aborder ce sujet en 3 parties. Dans un premier temps, on va planter un peu le décor, voir un peu le contexte dans lequel tout ça s'inscrit, voir quels sont les enjeux qui se dégagent et voir comment Siemens accompagne le monde de l'industrie, les acteurs de l'énergie en tout cas, à maîtriser leurs coûts, à les réduire, à optimiser finalement la dépense. Alors avant de rentrer, comme je le disais, dans le vif du sujet, Victor, peut-être pour nous contextualiser tout ça. Justement, par rapport aux coûts et maintenance, il faut savoir qu'il y a une dualité. Il y a d'abord les nouveaux enjeux dans le domaine de l'énergie, avec notamment la neutralité carbone, les besoins en énergie, et d'autre part la maîtrise des coûts pour les grands acteurs. Cette maîtrise des coûts, elle se fait d'une part sur les installations existantes, avec le réseau existant, mais aussi sur les nouveaux projets. On parle, je donne un exemple précis, dans le nucléaire, des projets par exemple autour des réacteurs modulaires, des réacteurs à fusion également qui sont en émergence et en cours de construction en France. Et donc, on a sur l'ensemble de cycle de vie de ces installations une notion de coût très importante à prendre en compte, de la partie design jusqu'à la partie maintenance, durée de vie et même fin de vie. On nous demande de reconstituer dès le début chez ces grands acteurs l'ensemble du cycle de vie de maîtrise de coûts dû à ces installations. Et donc ces projets sont drivés en quelque sorte par cette notion de rentabilité, de ne pas dépasser un certain nombre de coûts d'exploitation et qui sont associés à des exigences bien spécifiques. C'est des réseaux ou des installations qui sont très complexes, par exemple une centrale nucléaire ou même un réseau d'hydrogène. Et donc les coûts qui peuvent être générés par ces installations, ces réseaux très complexes, peuvent être absolument très impactantes dans la santé financière de certains grands acteurs, on va dire. Ça vient s'ajouter effectivement au process, donc on pilote par le process, mais aussi par le coût, parce qu'il faut réussir à réduire. Guillaume, peut-être pour compléter ce que vient de nous expliquer Victor. Pour maîtriser les coûts, il faut faire vite et bien. Et donc pour ça, il faut être agile, flexible. Et on a pour habitude de dire que de tourner la complexité en un avantage compétitif, c'est un vrai levier pour les industriels. Et donc avec cette pression toujours croissante, réglementaire et capitalistique, il y a un réel enjeu ici pour les industriels de travailler sur un enjeu de continuité numérique pour en faire un levier de rentabilité. Ce qui les force dès la partie de design, ça va exactement dans le sens de ce que dit Guillaume, à avoir un plan d'action robuste, déterminé dès le début. C'est-à-dire qu'on met en place un ensemble de process, de cheminement, d'approches très cadrés, et c'est justement là où la digitalisation peut aider nos clients très tôt à prendre des décisions très vite anticipées, justement grâce et par l'intermédiaire des jumeaux numériques. Et je pense que c'est d'autant plus important parce qu'on est dans un contexte où prédire les coûts devient extrêmement difficile parce qu'on est dans un contexte où le prix de l'énergie augmente très vite et on sait qu'on a du mal à prédire comment ça va se produire. On a aussi une problématique notamment dans l'énergie sur la demande en métaux par exemple et la fluctuation du prix des matières premières. Et donc ça implique d'être capable de beaucoup mieux mesurer ces postes de coûts et de les contrôler et de faire face à des aléas qui peuvent venir très vite puisqu'on l'a vu, le marché de l'énergie a eu des variations très fortes récemment. Merci Greg. Pour compléter peut-être ce que nous a dit Victor, Thierry, sur ce plan d'action à mettre en place. Alors l'industriel de l'énergie, comme beaucoup de filières, on peut travailler sur les organisations, les réduire, les réorganiser, les optimiser. On va aussi travailler sur les processus, les procédés qui vont nécessiter un certain nombre d'outils supplémentaires, nouveaux, des idées nouvelles qui doivent être mises en œuvre. Et dans un métier de l'énergie où traditionnellement on a l'idée de faire un objet unique, et quand on passe à la même usine dans une génération suivante, on a l'idée que c'est à nouveau un objet unique. L'expérience nous montre que
des idées de pouvoir faire de la réutilisation, du réusage, de l'optimisation, amène des gains substantiels. Typiquement, l'expérience que j'ai pu avoir avec certains industriels du métier, c'est basiquement être capable d'avoir, au lieu de faire dans une usine 1000 portes différentes, pouvoir avoir une bibliothèque d'une dizaine de portes et ne jouer que là-dessus, génère directement des économies d'échelle très importantes et des économies aussi de temps dans l'ingénierie très importantes. Je fais une analogie un peu triviale, mais on voit un peu finalement presque la réappropriation par le monde de l'industrie des démarches anti-gaspi voilà, qui se sont mises un peu en place chez les particuliers, en tout cas d'un point de vue grand public, où on réutilise, on développe le marché de l'occasion, où on recycle quelque chose, on fait du rétrofit. Voilà, on fait du rétrofit. La transition d'ailleurs pour les voitures, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé, de se dire qu'on va passer un moteur thermique à un moteur électrique en gardant la carrosserie. On n'est pas obligé de faire une nouvelle voiture. Et encore une fois, il y a des nouvelles technologies, mais ce qui est important, c'est aussi d'acheter une approche, et de cette approche, qu'elle soit suffisamment démocratisable au sein d'une organisation. Je prends l'exemple par exemple de la fabrication additive, qui est reposée sur plusieurs bras articulés avec du dépôt de matière pour faire des pièces beaucoup plus structurantes. On voit que dans les industries type lourdes et avec des pièces de grande dimension, on va chercher des nouvelles méthodes de fabrication pour, on va dire, s'enlever un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un moulage ou une extrusion à proprement parler, maintenant on va aller directement faire comme une imprimante 3D directement son modèle, qu'on est capable de faire en grande échelle, pour aller, on va dire, éviter d'avoir du déchet, des rebuts issus des fabrications production classiques, un allègement de pièces et l'utilisation de nouveaux matériaux qui sont moins énergivores en termes d'émissions de CO2. Et tout ça, ça rentre dans une politique aussi de réduction de coûts pour éviter tout ce qui est déchets, en fait, quelque part, revalorisation. Ouais, on change sa façon de faire, hein, pour prendre l'expression, on change de logiciel, du coup, qui se prête vraiment complètement à la situation. Alors, si on regarde vraiment concrètement les enjeux qui vont se dégager de tout ça, on a commencé un petit peu à les évoquer, mais sur la roadmap, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, par quoi ça se traduit, Victor? Tout d'abord, on va chercher à optimiser son ingénierie, c'est-à-dire que sur les nouveaux projets, avec l'adoption très tôt d'outils qui permettent de repenser un peu plus son ingénierie. Comme Thierry le disait, quelque part, on va plus se contenter d'une seule version de sa solution, mais plus une version qu'on va faire évoluer dans le temps. Et même parmi les opérations, par exemple, de maintenance, tout va être prévu en avance maintenant. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis les pieds sur le site, via l'optimisation de logiciels, on est capable de reconstituer dans un environnement 3D une situation donnée. On va pouvoir former les opérateurs dans cette situation d'une manière virtuelle et répéter avec eux les bons gestes pour aller faire cette opération de manière précise. Ça a une notion notamment de sûreté et de sécurité, parce que la personne va être davantage formée et va éviter, et ça va réduire la possibilité de faire une erreur, mais aussi de gain de temps. C'est-à-dire que les personnes, quand une fois formées par ces outils de représentation 3D et de faisabilité sur un terrain, par exemple aller faire une découpe laser à un moment donné sur un environnement restreint, va permettre sur le chantier d'être beaucoup plus efficace et de laisser beaucoup moins de choses au hasard. C'est-à-dire qu'il y a la faisabilité, mais il y a aussi l'acheminement en termes de flux, où on va être en mesure, sur une maquette 3D, de tout reconstituer avant même d'avoir commencé l'opération. En gros, on prend une feuille blanche, on repense tout de zéro, process par process. On ne repense pas tout, on s'adapte quelque part. C'est-à-dire qu'on repart de l'existant et on va quelque part aller inciter ces acteurs-là à adopter des nouvelles solutions, une nouvelle approche basée sur leur existence, sur leur expérience. On va bonifier leur expérience justement pour rendre possible certaines opérations et faire du gain de temps. Guillaume, peut-être sur cette question de l'optimisation du design qu'évoque Victor. Ce qui est important, c'est de se dire on ne va pas diversifier et inventer autant de portes que de besoins, on va rationaliser. Et ça démarre dès le début par une mise en cohérence des exigences fonctionnelles du donneur d'ordre à une déclinaison raffinée des implications techniques et les confronter à la contrainte physique. Et on va vraiment processer cette rationalisation. Une fois qu'on a construit ce système d'ingénierie, on va pouvoir faire des arbitrages. Et ces arbitrages, ils sont à la fois techniques, mais également économiques. Ça, on en a parlé. Et très tôt, on va pouvoir confronter des modèles en impliquant des bases de données de prix de matière et de prix de processus, et faire des choix très en amont de design et s'assurer que l'on va dans la bonne direction avant même d'avoir engagé trop de coûts.
Et peut-être juste pour compléter, hein, c'est extrêmement important et peut-être pour contextualiser, si on regarde une technologie dans l'énergie qui a évolué très vite en termes de coûts, c'est le photovoltaïque, dont le prix des panneaux a diminué de 90% en 10 ans. Donc on est aussi dans une sorte de compétition pour qu'une technologie dans l'énergie continue de se déployer. Il faut être capable de suivre en fait ce genre d'évolution. Ça va très vite et c'est aussi de l'optimisation qui a permis au photovoltaïque d'aller aussi loin, aussi vite. Merci Greg. D'ailleurs, je profite que vous êtes intervenu. Peut-être nous repréciser un petit peu ce que vous faites, Greg? Oui, justement, on fait justement de la prospective technologique. On regarde les technologies de rupture dont on aura besoin pour baisser les émissions de CO2 et pour capturer du carbone. Et donc, on essaie de regarder un peu ces signaux faibles, de regarder les évolutions de prix, parce que ce qu'on remarque, c'est que pour déployer une technologie rapidement, et il faut se souvenir que le contexte climatique fait qu'il faut faire les choses vite et grand, il faut être capable de gagner sur les coûts. Et c'est des marchés qui vont devenir de plus en plus compétitifs. Si l'hydrogène veut s'imposer, il va falloir de l'hydrogène qui soit relativement peu cher par rapport à ou de l'hydrogène vert qui soit relativement peu cher par rapport à l'hydrogène gris. Merci Greg. Donc tout à l'heure, Victor, quand j'ai posé la question sur les enjeux, disait que le premier c'est d'optimiser. Donc je me dis, est-ce qu'il y en a un deuxième, un troisième? Oui, tout à fait. Une fois qu'on a défini ce qu'on pouvait faire au plus près et optimiser, il faut s'y tenir. Une fois qu'on a planifié, il faut exécuter. Et donc, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut se tromper, on peut prendre du retard. Et quand on reprend des basico-basiques sur les exigences, déjà, quand on relie une exigence fonctionnelle, donc quelque chose que l'on attend, et quand on a clairement exprimé ce qu'on attendait, comment on va le vérifier et comment on va notifier dans l'information que c'est validé, déjà, ça permet d'éviter tout un tas d'erreurs techniques. Quand on a un planning qui est relié à des livrables et à ce système d'exigence, pareil, on est capable d'anticiper dans un écosystème complexe de fournisseurs et de sous-traitance, on est capable d'anticiper des retards et si ces retards ont lieu, de pouvoir réagir vite et minimiser la casse, notamment financière. Anticiper des retards, mais aussi parfois des problèmes de stockage, d'emplacement C'est ça, toute la logistique qui est associée. Également, dans un processus déjà de chantier, il y a ce qu'on appelle la passation entre tous les gens qui vont construire, les ensembliers, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire final et exploitant de ces installations. Il y a un transfert de documentation. Et ce transfert, il est très complexe parce que les installations sont complexes. Et pour bien exploiter, bien maintenir et surtout anticiper le démantèlement, il faut que l'exploitant ait toutes les informations et sache les utiliser. D'où l'interopérabilité des outils qui est importante et ne pas casser cette continuité numérique qui est source de valeur pour nos clients industriels. Et l'agilité qui va derrière, c'est-à-dire que c'est pas rien n'est l'intérêt aussi de cette continuité, on va dire, de cette optimisation qui passe par la digitalisation, l'adoption des modèles digitaux, qu'on peut qualifier de modèles de jumeaux numériques qui collent à son jumeau réel, mais qu'on va rendre holistique dans le temps, c'est-à-dire qu'il va être précis et fidèle à son jumeau réel, permet aussi l'interconnexion entre les différentes étapes de projet de vie. C'est quelque part la conception, quand on parle d'optimisation, elle n'est pas figée une fois qu'on passe directement après en production ou directement en phase d'exploitation. Je prends l'exemple très précis où on est sur une ligne de production, il y a le bureau d'études qui fait la pièce, on voit au moment de la production qu'il y a un problème, ça ne rentre pas forcément bien, il y a une modification qui va être faite et qui va être envoyée directement au bureau d'études pour une réadaptation. Et c'est cette flexibilité. Comme Guillaume le disait, dans un chantier, tout n'est pas parfait. Ça serait illusoire de penser qu'en faisant tout son plan en amont, il va parfaitement se dérouler. Ce n'est pas l'agence touriste en disant qu'un plan va se passer parfaitement comme il faut. Mais quelque part, s'il y a un problème au niveau du chantier, ça permet de remonter cette information beaucoup plus rapidement et de prendre une décision par rapport à ce problème très rapidement et d'adapter au final son plan. Donc c'est cette agilité qui est portée aussi par les solutions digitales. Un plan qui se déroule sans accroc, pour être précis dans la formule. Thierry, sur la question des outils, peut-être nous donner quelques éléments. C'est clair que l'apport d'outils structurants sur la filière va apporter de la fluidité, des gains opérationnels importants. Depuis la gestion des exigences qui vont se décliner sur tout le processus d'ingénierie, qui vont réconcilier la production avec l'ingénierie, que ce soit une ingénierie initiale ou une ingénierie de remise en cause des systèmes ou d'amélioration des systèmes. Et comme le disait Victor, l'anticipation sur un démantèlement futur
a aussi une très grande valeur. Et dès le début de ce grand chantier, être capable de maîtriser l'ensemble du processus pour maîtriser ou éviter les erreurs qui sont les principaux coûts que supporte l'industriel, que supporte la filière, l'ensemble de ces outils et de cette organisation sont très efficaces. Sur cette question d'optimisation et de réduction, par quoi, ou en tout cas par quoi, ou comment ça se traduit chez Siemens, Guillaume? Tout un tas d'expériences. Siemens, c'est une entreprise qui a 175 ans d'existence et d'expérience. Et on a développé ce concept de continuité numérique depuis les premiers métiers de Siemens qui consistaient à gérer les aspects d'électrification des usines puis d'automatisme, à aujourd'hui le développement de ce concept de jumeaux numériques qui porte la continuité numérique. Et cette continuité, il ne faut pas la voir comme une ligne droite, il faut plutôt la voir comme un grand cercle, ce qu'on appelle nous le close loop. Et cette boucle qui permet de tout le temps réutiliser, capitaliser sur ce que l'on a fait. Cette boucle, elle est également interconnectée avec les autres systèmes logiciels de nos clients. Et c'est vrai qu'on fait bien de le rappeler, Siemens c'est presque 135 usines dans le monde, donc effectivement ils avaient l'occasion largement de mettre à l'épreuve en tout cas le succès ou le bon fonctionnement de ces solutions. Peut-être Victor pour réexpliquer un petit peu sur cette notion de jumeau numérique. Justement, si on se place sur un référentiel, on va dire, d'un objet à proprement parler ou d'un sous-système, c'est la même chose, on va démocratiser. Dès la partie de la conception, on va créer un modèle qui va être basé sur ce qu'on veut réellement. C'est du mindset. On va imaginer son outil et au fur et à mesure des contraintes et des exigences qu'on a, on va le faire vivre. Donc ça, c'est la première partie qui est la conception, l'ingénierie. On a un ensemble d'outils qu'on va mettre en œuvre. Après, cet outil, on va devoir le mettre en production. Donc ça va être de la faisabilité de production, vient en dressant des lignes de production à proprement parler de ses propres assets. On est capable de reconstituer une usine en 3D dans cette dimension fidèle et d'assembler des lignes de production pour justement pour produire cet objet, tout ça sur des modèles digitaux. Et donc ils vont suivre la production réelle. Ça permet de se préparer, de faire de la planification, de l'ordonnancement. Et ensuite, à l'aide, une fois qu'il est sorti de cette usine de production, via l'utilisation de capteurs ou de données IoT ou même théoriques, on a des solutions de simulation mais qui reposent sur de la bibliographie ou même des données expérimentales. On va extraire cette donnée, enrichir le jumeau numérique pour le rendre prédictif par rapport à son jumeau réel. Et donc, une fois qu'on a un jumeau numérique prédictif, donc qui colle à la réalité, on va être en mesure, par un certain nombre de jeux de données, d'accélérer son temps et d'aller voir ce qui va se passer dans 10, 15 ans, 20 ans, dans les échelles de temps de l'énergie, ce qui est précieux, pour voir justement son comportement, prévoir des actions préventives sur cet objet ou sur ce sous-système, et même prévoir la fin de vie de cet objet, allant même de ce que disait Guillaume, sur son recyclage et sa réutilisation pour repartir sur un nouveau cycle. Donc on a vraiment cette vision non linéaire, mais circulaire, qu'on a chez Siemens et qu'on accompagne nos clients dans leurs approches. Un point important que je me permets de rappeler, nos solutions sont des solutions ouvertes et donc qui s'adaptent à l'écosystème et à l'environnement de nos clients. Vous avez appelé ça comment déjà, Guillaume, le loop? Le close loop manufacturing qui est interopérable. Une nouvelle façon de parler de cercle vertueux, mais en tout cas qui continue en permanence. Donc ce que j'entends aussi, c'est que qui dit jumeau numérique dit simulation, qui dit simulation dit réduction parfois des tests physiques, donc c'est aussi un gain d'argent quand même important. Et il y a une nouvelle donnée qui est rentrée en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on entend parler des jumeaux numériques depuis 10 ans, 15 ans, etc., avec l'apparition de la CAO, de l'aide à conception assistée par ordinateur. Mais on va au-delà de ça actuellement. On injecte ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Alors, je suis moyen fan de cette expression, mais on va faire de l'exploration de design. C'est-à-dire qu'on va fixer des paramètres, par exemple si on prend un réseau, un tuyau, des paramètres importants en termes de performance à obtenir, tant sur par exemple le débit, les échanges thermiques, et basé sur ces paramètres-là, on va faire ce qu'on appelle de l'exploration de design. Donc on va adopter plusieurs types de géométrie de ce tuyau, pour voir quelle est la géométrie qui va correspondre au mieux aux performances qu'on souhaite donner à cet ensemble. Et ça, c'est très important d'adopter ce genre d'approche
en phase amont pour justement qualifier au mieux son sous-système et éviter d'avoir, on va dire, une démarche acausale, plutôt causale en fait d'une conséquence d'un point A pour aller à un point B et voir les différentes conséquences qu'on a avec une prise de décision donnée. Merci Victor pour ces précisions. Thierry, oui, du coup, on arrive à la fin de ce Café de l'énergie. Je vous donne le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin. Enfin, tout ça me fait penser à une anecdote, vraiment sur l'accompagnement d'un client que nous avons eu, qui installe, implante, développe et opère des champs photovoltaïques, dans le cadre duquel l'ensemble de la proposition de valeur de Siemens permettait d'avoir des notions d'exigence au début du cycle de réflexion, avec une étude vraiment très préliminaire pour regarder quelle va être la performance imaginée du lieu dans lequel on va implanter le champ photovoltaïque. Derrière, tout au long du cycle d'ingénierie, rester sur cette base d'exigence pour la faire évoluer, concevoir ce champ, l'éprouver et donc constituer au gré de ce temps-là le jumeau numérique. Et puis ensuite, dans la phase je rentre en production, être en permanence au quotidien et sur des temps de cycle qui peuvent être plus ou moins longs, donner aux opérateurs les informations de comparaison entre l'exigence de départ et l'espérance de production et la réalité de la production au jour le jour, au trimestre ou à l'année. Et puis avec la possibilité de reprendre ce jumeau numérique et de le faire évoluer afin d'en retirer. Alors si on n'est pas au niveau d'exigence, au niveau d'espérance, l'améliorer pour y arriver. Et si on y est déjà, améliorer encore les choses pour faire mieux. Oui, parce que finalement, toute la différence est là. Parce que Victor, vous disiez que les outils de CAO, donc création, conception assistée par ordinateur, existent depuis un bon moment. Et on parlait déjà un petit peu de jumeau numérique. Ce qui est moins ancien, c'est le fait que, voilà, dans ces cas de figure, le jumeau numérique est sorti des outils de CAO seul pour intégrer finalement cette fameuse close loop dans un système où il n'y a pas juste les concepteurs qui sont confrontés à ce jumeau, mais aussi ceux qui vont le fabriquer, ceux qui vont devoir le maintenir derrière, ceux qui vont devoir effectivement voir comment interagit toute la logistique qu'il y a autour et qui permet in fine donc d'avoir la maîtrise de sa dépense, d'anticiper et de réduire les coûts. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir éclairés sur ce sujet. Voilà, maintenant, on a une bien meilleure idée de comment maîtriser ses coûts et aussi sa dépense. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain café.